Menace terroriste grandissante au nord du Mali, le Premier ministre Modibo Keïta rencontre les structures des Nations Unies engagées dans la lutte. Une réponse collective doit être urgemment trouvée. Développement agricole fenêtre ce soir sur le village de Séna dans le cercle d'Ansongo. Séna est et veut rester le grenier de la région de Gao. Après la récolte des céréales, les fils du village se sont retrouvés pour lancer une grande campagne maraîchère le long du fleuve Niger. Nous sommes mardi 3 février, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République a quitté Bamako hier soir pour Istanbul et Ankara, en Turquie, pour une visite officielle de 72 heures. Le chef de l'État, on le voit sur ces images, est accompagné de son épouse, de plusieurs membres du gouvernement, d'opérateurs économiques. Et sur place, Ibrahim Boubacar Keïta aura des entretiens avec les autorités turques. Il participera également au forum d'affaires Turquie-Mali. À son départ, hier soir à l'aéroport de Bamako-Sénou, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été accompagné par le Premier ministre Modibo Keïta, le président de l'Assemblée nationale et plusieurs membres du gouvernement. Ibrahim Boubacar Keïta, hier soir, à son départ pour la Turquie. Face, je vous le disais donc dans les titres, face à la menace terroriste et à son internationalisation, la réponse doit être collective. Les structures des Nations Unies engagées dans cette lutte s'activent à travers le monde et particulièrement au Sahel. L'objectif, c'est de pouvoir affiner des stratégies de lutte contre cette menace transfrontalière. Une délégation à cet effet des Nations Unies a été reçue cet après-midi par le Premier ministre Modibo Keïta. Compte rendu à Lucénie Touré. La délégation des Nations Unies est composée de hauts responsables des structures internationales spécialisées dans le contre-terrorisme. Madame Sélassié et ses compagnons ont évoqué avec le Premier ministre les possibilités de collaborer avec les structures maliennes spécialisées. Une collaboration qui passe par le renforcement des institutions en matière de réforme juridique et sécuritaire. Nous sommes ici, c'est pour affiner des stratégies de l'entier-État du Mali contre le terrorisme, d'affiner aussi tout le travail de la justice contre l'impunité des terroristes dans tout le respect des droits de chacun. Il faut aussi envisager travailler contre la radicalisation d'une manière préventive. C'est la raison pour laquelle nous avons rencontré le ministre des Affaires religieuses, mais aussi d'une manière curative lorsque les gens sont en prison. Il faut aller au-devant des différentes composantes de la société malienne. Et je pense que le combat d'ailleurs contre le terrorisme, comme cela avait été indiqué lors du sommet contre le terrorisme au Conseil de sécurité en septembre, ne peut se gagner qu'avec l'appui de la société civile. Aujourd'hui, plus que jamais, la menace devient mondiale et frappe à nos portes. L'Afrique de l'Ouest et en particulier le Sahel sont particulièrement concernés par cette nouvelle forme de menace. Aujourd'hui, le terrorisme qui il y a quelques années n'existait pas ou avait, disons, une présence très concentrée dans certaines régions et aujourd'hui a fait des incursions en Afrique de l'Ouest et notamment au Nigeria. L'effet de Boko Haram sur la région du Sahel, les effets humanitaires sur la région du Sahel sont aujourd'hui avérés avec le déplacement de quelques 300 000 êtres humains vers le Tchad et le Niger. Vous savez que la situation qui prévaut actuellement en Libye, au sud libyen, nous préoccupe parce que de plus en plus, il y a des rapports comme quoi c'est devenu l'endroit privilégié pour les entraînements et puis pour l'arrière-base de certains groupes terroristes dans la région. Et donc, la conjoncture est telle qu'il faut rapidement se mettre à l'œuvre pour empêcher donc que le phénomène ne fasse tache d'huile dans la région. Surveillance, renseignement et appui institutionnel figurent au menu des solutions à court et à long terme auxquelles Maliens et Sahéliens devront désormais s'intégrer.
Autre audience à la primature, la coopération entre l'Institut islamique pour l'éducation, la science et la culture et le Mali, les pourparlers intermaliens d'Alger, sont entre autres des sujets évoqués par le Premier ministre et le directeur général de l'organisation islamique. Donc c'était au cours d'une audience que le Premier ministre lui a accordé, c'était ce matin. Dr Abdulaziz Othman Al-Wajiri est au micro de Ramata Konaté. Donc j'ai eu l'honneur de rencontrer son Excellence Premier ministre et j'ai eu à discuter avec lui différents problèmes de coopération entre le Mali et l'ISESCO. Et parmi ce projet, la création d'un institut pédagogique et culturel au Mali et la création de l'université de Tombouctou et encore d'un école pour la culture et encore pour la formation et la culture au Mali. Donc j'ai insisté avec le Premier ministre que le CESCO fera tout pour que cette paix revienne au Mali et que les négociations aillent de l'avant et qu'il y ait la réconciliation entre tous les fils du pays. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, entouré de plusieurs membres du gouvernement, a présidé un déjeuner de travail à l'honneur du directeur général de l'ISESCO, qui est en visite dans notre pays depuis hier d'ailleurs. Au menu des échanges, la conférence des ministres de l'organisation que le Mali va abriter en 2016 et la formation des formateurs de l'enseignement en ligne. Le ministre Mountaga Tall est au micro de Suleiman Kenza Sidibé. Au niveau de l'ISESCO, il y a plusieurs domaines de compétences. L'éducation, il y a les sciences, il y a la culture. Et aujourd'hui, dans la situation que traverse notre pays aujourd'hui, nous avons besoin de tous ces aspects. Au niveau de l'éducation, nous avons besoin du concours de l'ISESCO pour nous permettre de relever un certain nombre de défis. Des défis liés à la formation des étudiants, des défis liés à la formation des formateurs, des défis liés aux cours en ligne aujourd'hui parce que les infrastructures physiques ne suffisent plus et à la qualité des enseignements. Mais également, le directeur de l'ISESCO, par lui-même, est intervenu dans deux domaines importants. Le premier, c'est la création d'un centre ISESCO à Bamako pour l'éducation, pour la science. Et à second lieu, il s'est engagé très fortement à soutenir notre projet d'université, de la grande université de Tombouctou. Nous sommes en plein dans une logique de réconciliation et d'unité nationale. Donc l'ISESCO travaille très fortement dans ce domaine. Mais aujourd'hui, nous avons une centre de travail avec d'autres départements ministériels. Celui de l'éducation nationale, de la culture, celui des cultes, de l'environnement, de la communication et de la promotion de la femme. Toutes ces activités sont couvertes d'une manière ou d'une autre par l'ISESCO et nous allons discuter avec le directeur général. Nous avons un projet d'organiser ici, au Mali, la prochaine réunion ministérielle pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Le directeur général de l'ISESCO a reçu le titre de Dr Honoris Causa. Notre reporter Youssouf Diakité vient de regagner l'ORTM et nous pourrons vous proposer, si le temps le permet bien, au cours de ce journal, cette cérémonie de remise de titre de Dr Honoris Causa. Le ministère de la Femme et de l'Enfant et de la Famille, à travers le programme national de lutte contre l'excision, PNLE, a animé une conférence de presse, et cela en prélude à la journée Tolérance Zéro aux mutilations génitales féminines. Célébrée le 6 février de chaque année, cette journée vise à mobiliser et à montrer les conséquences de cette pratique aux populations. Compte rendu, Khadija Toukone. Le Mali célèbre le 6 février la journée internationale Tolérance Zéro face aux mutilations génitales féminines depuis 2004. Cette célébration offre une tribune de dialogue et d'échange pour attirer l'attention de l'opinion sur les réalisations, les acquis et les défis à relever. Au regard de l'importance de la journée d'une part et de l'ampleur du phénomène, les autorités du Mali, les organisations internationales et surtout vous, les hommes et les femmes de médias, n'ont cessé de se mobiliser pour non seulement informer les populations, les amener à s'engager davantage en faveur de l'abandon de cette pratique.
Dans la lutte contre ce fléau, le programme national de lutte contre l'excision rencontre toujours d'énormes difficultés. Seulement 1088 villages sur 12 000 au Mali ont accepté d'abandonner cette pratique. C'est une question qui touche l'intimité de la personne humaine. C'est une question qui est difficile à aborder. Deuxièmement, l'ampleur du phénomène. L'ampleur du phénomène parce que l'excision est pratiquée sur l'ensemble du territoire malien, seulement à des degrés différents selon les régions et selon les ethnies. Le thème retenu cette année est « Mobilisation et implication de la jeunesse pour accélérer la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines ». D'abord, ils sont la frange la plus importante de la population numériquement. Ensuite, ils sont l'avenir du pays parce que les futurs parents de demain. Et aussi, ils sont formés et la péréducation marche bien, il peut se donner des informations entre eux. Ainsi, le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille veut contribuer à l'abandon des pratiques néfastes à la santé de la fille et de la femme sur toute l'étendue du territoire national. Le renforcement des capacités et la sensibilisation des populations sur les droits humains est un nouveau projet qui vient d'être lancé. Ce projet vient en complément des efforts du gouvernement dans le processus de justice transitionnelle avec la création de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Mamadou Sidibé, Le Point. Le projet intitulé « Renforcement de la promotion des droits de l'homme au Mali » vient d'être lancé. Ce projet se fixe comme objectif la formation des 25 membres des organisations de la société civile malienne sur les mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme, notamment sur l'examen périodique universel. Ce projet vise à assurer une plus grande mobilisation des citoyens dans la promotion des droits humains et dans un contexte post-conflit. Ce projet couvrira les régions de Kidal, de Timbuktu, Gao, Mopti et le district de Bamako, les districts qui ont souffert et qui ont touché nos cœurs par leur souffrance. Et ça va contribuer ainsi à la réconciliation nationale en aidant les victimes à avoir accès à la justice. La flagrante violation des droits humains au Mali a occasionné la méfiance entre les Maliens et le manque de confiance des Maliens dans les institutions de l'État et dans les règles des droits. Ce projet permettra aux organisations de la société civile de s'approprier les mécanismes de l'examen périodique universel et de contribuer ainsi au suivi et à la mise en œuvre de ces recommandations. Pour s'approprier les techniques de monitoring et de plaidoyer efficaces, la société civile doit maîtriser les mécanismes internationaux des droits de l'homme, l'examen périodique universel pour ne citer que cela. Visite à Gao d'une délégation mixte de l'Assemblée nationale. 9 élus de la nation sont allés témoigner leur solidarité aux familles endeuillées et aux blessés des événements douloureux survenus dans la cité des Askia. Au programme de cette première journée de mission, une visite à l'hôpital et une série de rencontres avec l'administration, la MINUSMA, les jeunes et les sages de la région. Nous reviendrons plus en détail sur cette visite des députés à Gao dans nos éditions de demain. Ouverture à Bamako des travaux du Forum pour le développement économique des collectivités. Cette rencontre d'échange autour du PMDE, Programme des partenaires pour le développement économique des communes, vise à faire le bilan de ce programme au terme de 5 années d'activité. Modibo Mariko, reportage. Après 5 années d'exercice, le Forum des acteurs du développement fait le point du PMDE, Programme des partenaires pour le développement économique des communes. Une rencontre d'échange d'expérience entre l'AMM, l'Association des municipalités du Mali et ses partenaires, avec au centre les bilans du PMDE. Vous avez travaillé sans relâche pour libérer les potentiels des personnes et du territoire. Vous avez travaillé à développer une gouvernance forte où les élus sont des leaders qui travaillent avec l'ensemble des forces vives de leur collectivité, afin de créer des occasions de développement économique. Permettez-moi de citer quelques activités qui ont été exécutées au cours des 5 dernières années. Tout d'abord, c'est la mise en réseau à travers un couloir économique de 8 communes de la région de Sikasso au Mali et de 10 communes du Burkina Faso. Mais aussi le renforcement des capacités des acteurs des filières de production des communes du couloir, la dotation en matériel des communes de démonstration du PMDE qui sont Sikasso et Kadiolo, la mise en place des centres de développement économique local en l'AMM,
À cela s'ajoute, selon ses responsables, la création de près de 4000 emplois directs et indirects pour un coût total estimé à plus de 700 millions de francs CFA. La perspective de mettre en place des agences de développement régional, cela augure l'ouverture prochaine d'un vaste chantier de réforme et de renforcement du processus de décentralisation au Mali. Et ce projet contribuera certainement à l'atteinte de tels résultats, au moyen de capacités renforcées à même de satisfaire les besoins essentiels du corps social, dans une inclination assez forte pour renforcer la confiance en nos collectivités. Le Canada, qui finance les PMD, a des projets similaires au Burkina et en Tanzanie. Les Canadiens comptent, en plus de Sikasso, l'étendre au centre et au nord du Mali. Ce serait au cours de la seconde phase qui est en cours de réflexion. Présentation au directeur national de transport des balises GPS et IBEMI, c'était au Conseil malien des chargeurs. IBEMI c'est en bambara, mais si on le traduit en français, ça voudrait dire où es-tu? Donc IBEMI est une invention 100% malienne. Elle permet de suivre la trace, de tracer les véhicules et marchandises à travers un système informatique. Et le système vient d'être primé en France par l'Association internationale des experts de la route et système de transport intelligent. Nyanya Alou Traoré nous parle de IBEMI. Cette cérémonie était brève et avait toute son importance. Le directeur national des transports était venu constater de visu au Conseil malien des chargeurs CMC la mise à disposition de 1000 balises GPS IBEMI. C'est pour simplement porter à la connaissance des uns et des autres que les balises financées aujourd'hui pour IBEMI sont là et disponibles. Nous en avons déjà installé quelques-uns sur des camions. Nous avons donné les numéros de ces camions-là et les références des balises. Les autres balises sont là. Celles qui vont être installées à partir d'Abidjan, de Dakar ou de Bamako sont là. IBEMI, où es-tu en français, est ce système de balises qui profite à tout le monde. La douane pour mieux voir la traçabilité et le suivi des camions et marchandises. La police pour identifier les véhicules en excès de vitesse. La gendarmerie pour suivre les accidents de circulation. Et enfin pour les transporteurs, savoir en un temps réel où sont leurs camions et leurs marchandises. La trouvaille, elle est malienne et vient justement d'être primée en France par l'Association internationale des experts de la route et systèmes de transport intelligent. C'est un sentiment de fierté immense parce que si on a parlé de nous là-bas, c'est avant tout une réussite globale pour le Mali dans son ensemble. IBEMI marche. Ce système que nous avons est non seulement un système performant, mais qu'il est suggéré, il a été primé, il a été choisi comme un sujet dans ce domaine-là innovateur et primé. C'est une fierté nationale. Fini donc le temps où on faisait le tracking avec des moyens rudimentaires. IBEMI veille désormais au grain. Ce système marche et même très bien. Pour preuve, le produit malien s'exporte déjà. Nos voisins ivoiriens sont nos premiers clients et d'après Abdoulaye Diko, la liste des demandeurs se prolonge. Un mot de l'actualité hors de nos frontières avec cette démission surprise en Côte d'Ivoire. Le président du Conseil constitutionnel ivoirien a démissionné de son poste à quelques mois de la présidentielle prévue pour octobre prochain. Élection qualifiée de cruciale pour la stabilisation de la Côte d'Ivoire, a annoncé la présidence ivoirienne. Les raisons de cette démission n'ont pas été précisées. Je rappelle que Francis Oudier, agrégé de droit, est le président du parti ivoirien des travailleurs PIT. Et aussitôt, il a été remplacé par Mamadou Koné, président de la Cour suprême depuis mai 2011 et présenté comme un proche du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Donc Mamadou Koné remplace Francis Oudier comme président de la Cour constitutionnelle. Ici, au Mali, dans le cadre de ces missions d'information et de sensibilisation, une délégation du ministère des Maliens de l'extérieur est dans le cercle de Caille. Il s'agit d'échanger avec la population sur les questions brûlantes liées à la migration irrégulière. Envoyé spécial Boubacar Sissoko. Le pragmatisme du ministère des Maliens de l'extérieur dans le cadre de la sensibilisation des populations par rapport aux conséquences de la migration irrégulière s'est manifesté à Sirimoulou par une émission publique. Dans cette localité du cercle de Caille, les femmes sont beaucoup engagées à participer au développement local. C'est le gage pour réduire le départ massif des jeunes à l'étranger.
les populations ont réellement perçu le danger du phénomène. La pratique qu'on a posée porte sur la migration irrégulière. La migration irrégulière est une pratique qui est en train de prendre de l'ampleur, notamment dans cette région de Caille. Maintenant, on a voulu mettre les populations au cœur de la réflexion. Parmi les solutions, ils ont parlé, entre autres, de l'aménagement du terroir. Ils ont parlé de la formation professionnelle des jeunes. Ils ont parlé de la synergie d'action qu'il faut développer entre migrants et populations. Des partenariats qu'il faut cultiver entre les services techniques de l'État et les populations. Après l'émission publique, la délégation du ministère des Maliens de l'extérieur a engagé des débats francs qui ont abordé les causes de la migration clandestine et les solutions. Cette démarche participative initiée par le ministère des Maliens de l'extérieur vise à identifier les projets porteurs qui permettront de retenir les jeunes dans leur terroir. Nous sommes convaincus que le pari de la lutte contre la migration clandestine ne saurait être gagné sans la mise en place des conditions favorables dans les localités de départ. Notre Eldorado, c'est bien le Mali, clame la délégation du ministère, qui invite les populations à comprendre que tout est à refaire chez nous au Mali. Il suffit d'y croire et travailler. La mission poursuit sa sensibilisation dans le cercle de Caille jusqu'au 7 février prochain. Boubacar Sissoko, nous allons rester dans la région de Caille où s'est tenu le conseil d'administration de la compagnie Randgold Resources. C'était dimanche dernier à Loulo et Kungoto. J'arrive à bien prononcer. Objectif, c'était de voir les performances de 2014 et faire une planification pour 2015. Kansutu Kanouté. 2013 à 2014 aura été pour Randgold une année de bons résultats. Ces résultats ont permis à la compagnie de proposer et de partager les dividendes de plus de 14 milliards de francs CFA aux actionnaires. À cela, il faut ajouter la construction d'une mine souterraine à Gungoto et du projet agrobusiness qui est en chantier. Il sera construit sur ce site une ferme, une école universitaire qui va accueillir 100 jeunes pour être formés en agriculture. Nous sommes en train de voir la possibilité de développer Gungoto une mine souterraine. Donc, compte tenu de ce qu'on voit autour de nous, les projets qui sont en train de fermer, c'est très dur dans l'industrie minière. La directrice générale de l'administration des biens de l'État se dit satisfaite de cette assemblée avec Randgold. L'État est actionnaire à 20%. Les 20% de ce montant reviennent dans les caisses de l'État. Donc ça, c'est un fait assez marquant. Certes, Randgold a obtenu de bons résultats cette année, mais des difficultés demeurent. Des difficultés qui ont été signalées par Marc Brisson au cours des échanges avec les journalistes. Il s'agit de l'envahissement de leur site par les orpailleurs, l'utilisation des produits toxiques causant la mort de plusieurs animaux. À noter que Randgold opère au Mali depuis presque 20 ans et durant ces années, la compagnie minière a fait beaucoup d'investissements, notamment dans l'éducation, en construisant 6 écoles à Loulo et envisage d'en faire d'autres bientôt. Dans le cadre de la santé, des équipements médicaux ont été offerts au centre de santé de Sitakili et au CCRF de Kinyeba. La construction de 44 forages a permis à quelques comités de faire plus de 2 millions de francs CFA de bénéfices. Élection communale, le gouverneur de la région de Mopti visite les commissions de révision des listes électorales de Mopti et de Sokoura dont les travaux ont commencé le 1er février et les travaux vont durer 20 jours. Jules Sambou Sissoko depuis Mopti. 2 commissions de révision exceptionnelles des listes électorales, à savoir celle de Mopti, 6 à l'hôtel de ville, et celle de la commune de Sokoura, ont reçu la visite du gouverneur de région Kaman Kane, lequel voulait s'imprégner du bon démarrage des travaux. Les commissions administratives de révision ont effectivement démarré depuis le 1er février, et ce matin, nous avons fait le devoir de venir nous rendre compte de l'effectivité du démarrage des travaux dans les différentes commissions. Sur tout le territoire de la région, les travaux ont démarré dans tous les cercles, sauf Tenenkou, où pour des problèmes de sécurité, les sous-préfets ne sont pas sur place. Au niveau des commissions visitées, tout se passe comme prévu. Le travail se passe à merveille. On a commencé hier. Pratiquement rapprocher les gens de leur lieu de vote, ça c'est le transfert. Ça c'est un. Deuxième, les personnes qui sont décédées, on les a dit, avec que c'est justificatif, ça doit prendre fin le 20 février. Évidemment, nous sommes au deuxième jour. J'espère que dans les jours à venir, avec toute la sensibilisation et l'information que nous sommes en train de mener, que les gens sortiront massivement
pour venir confirmer et valider leur bureau de vote. La bonne organisation des élections communales et régionales passe également par cette importante phase. Voilà, nous y sommes. Le village de Seina, c'est dans le cercle d'Ansongo. Le village de Seina se définit comme le grenier de la région de Gao. Après la récolte du riz au mois de décembre dernier, les communautés s'adonnent aujourd'hui aux activités de maraîchage. Pour cela, des dizaines d'hectares de champs d'oignons, de patates, de piments, de la pomme de terre et autres produits maraîchers et vivriers longent le fleuve Niger. Et c'est ainsi que les ressortissants, les natifs de ce village ont fait le déplacement du village. Drissa Kone était présent. Vouloir c'est pouvoir, disait Jean-Paul Sartre. Des champs de patates, de la pomme de terre, du piment, d'oignons, du manioc, entre autres, en cette période de l'année dans le désert. C'est grâce à la volonté des producteurs que cela est possible, malgré les aléas. Il suffit d'arriver à Seina, situé à 7 km d'Ansongo, pour le constater. Ce sont des dizaines d'hectares qui longent le fleuve Niger pour produire et servir la région des produits maraîchers. Tout ce travail abattu est l'œuvre de 53 000 habitants de Seina. À en croire les producteurs, certaines familles peuvent gagner jusqu'à 2 millions de francs CFA, l'équivalent du revenu de la campagne d'un brave cotonculteur de Sikasso ou d'un riziculteur de Ségou. Actuellement, les marchés de Gao et d'Ansongo n'ont rien à envier à ceux de Sikasso grâce aux efforts des populations de Seina. Je cultive du riz, de l'oignon, de la tomate, de la pomme de terre, de la betterave, de la salade, du piment, un peu de tout. Ces produits, je les vends pour subvenir aux besoins de ma famille. La tomate là, je découpe, je fais sécher. Et les feuilles d'oignon, je les pile, je les fais sécher. Les bulbes d'oignon également, je les pile, je les fais sécher et je les amène au marché d'Ansongo. Malgré toute cette potentialité, le secteur n'est pas structuré et manque d'aide cruciale. À cela s'ajoute le manque de matériel, de produits phytosanitaires et bien d'autres. Bon, c'est surtout les animaux qui nous embêtent, comme les jardins ne sont pas clôturés. Donc si je parviens à avoir un grillage pour faire la clôture, je produirai mieux. Mais un autre problème que nous avons également, c'est l'eau. L'eau que vous voyez ici, à une période donnée, ça tarit, ça va très loin. Ces cultures maraîchères ont diminué l'exode rural. Parce qu'après la récolte de ces cultures maraîchères, les jeunes de mon village, il y a beaucoup qui... D'abord, ils assurent l'alimentation de la famille parce qu'ils achètent du grain pour mettre à la disposition de la famille. Ils font également leurs petits besoins, ils habillent la famille. Ils achètent également leurs petits besoins comme des motos et beaucoup d'autres matériels de travail. Ils achètent également des motopompes, des raccords, tout ça pour encore appuyer leur travail. L'apport du Sénat dans la relance de l'économie de la région de Gao est indéniable. Un bel exemple en tout cas à suivre pour un développement harmonieux dans cette partie du Mali où les aléas climatiques ont été compensés par l'eau de Dieu qui coule en abondance et constitue le fleuve Niger. Que l'exemple de Seina puisse inspirer d'autres cercles, d'autres villages, pourquoi pas d'autres régions du Mali. Et notre pays, le Mali, a désormais sa toute première bétaillère. Entendez par bétaillère, un camion conçu spécifiquement pour transporter le bétail des zones d'élevage aux zones de commercialisation tout en gardant sa valeur marchande. Et cet équipement roulant qui a coûté 138 millions de nos francs a été offert par l'Agence belge de développement au projet d'appui au développement de l'élevage zébu mort dans le cercle de Nara. Abdrahman Meiga était notre envoyé spécial. Cet équipement roulant offert gracieusement par le Royaume de Belgique au Mali a une capacité de transport d'une quarantaine de bœufs, d'un coût total de plus de 130 millions de francs CFA. Ce camion bétailleur permettra désormais aux éleveurs de zébus morts du cercle de Nara d'assurer le transport du bétail dans les meilleures conditions tout en gardant sa valeur marchande. Première du genre dans notre pays, cette bétaillère offre également la possibilité aux organisations paysannes de transporter des intrants et matériel d'élevage à l'intérieur du pays. Sachant que les acteurs de la filière animale et le ministère du Développement rural accordent une importance capitale
au bon transport des animaux afin d'accroître leur valeur marchande. Je ne doute pas que ce camion bétaillère contribuera à soutenir les efforts du Prodesem dans sa quête de faire de l'élevage un levier socio-économique du cercle de Nara. La remise de cette bétaillère traduit, si besoin en était, l'exemplarité des relations de coopération entre le Mali et la Belgique. C'est d'ailleurs dans le souci de consolider sa relation que la coopération belge au développement soutient le gouvernement du Mali dans le développement de l'élevage depuis une quinzaine d'années. Quant au transport par camion, les commerçants utilisent les camions marchandises pour transporter le bétail vers les lieux de destination. Bien que plus rapides que le convoyage sur pied, les camions empruntés ne sont pas adaptés car ils provoquent d'importants traumatismes aux animaux, notamment les blessures, la fatigue et la soif prolongée, voire même des cas de mortalité. L'acquisition d'un tel équipement offre désormais un ouf de soulagement pour les sous-secteurs de l'élevage. Ce sous-secteur, selon le secrétaire général du département, constitue la principale source de revenus de plus de 30% des Maliens et occupe une place de choix dans l'économie nationale. Voilà, je vous le disais dans ce journal que le directeur général de l'ISESCO a reçu le titre de docteur honoris causa. Le récipiendaire est saoudien et auteur de plusieurs publications. Youssouf Diakité est prêt pour son compte-rendu. C'est le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture qui reçoit les titres honoris causa, un titre dédié à des hommes et des femmes qui ont fait leur preuve dans un domaine bien défini. C'est la première fois que l'Université du Mali décerne le titre de docteur honoris causa à une personnalité. Cela effectivement est prévu dans les textes. Il n'a pas été décerné uniquement pour des raisons protocolaires. Le récipiendaire est un homme de culture qui a derrière lui plus de 10 livres et plus de 30 publications de haute portée. Un homme de culture qui méritait d'être salué et reconnu. Mais aussi, il faut dire, c'est un ami du Mali qui est venu ici comme tel et qui est à la tête d'une des plus grandes organisations internationales au monde et qui nous soutient fortement dans nos projets, en particulier celui portant sur la réconciliation et l'unité nationale du Mali, le développement de l'enseignement supérieur et bien d'autres domaines. Vous êtes la toute première personnalité, pas seulement étrangère, la toute première personnalité à qui notre jeune université décerne ce titre prestigieux. Notre université s'enorgueillit et s'honore de cette collation, d'autant que vos qualités humaines et intellectuelles, vos nombreuses contributions dans le domaine des sciences, des lettres et de la culture, les services éminents que vous avez rendus à l'Afrique et à l'humanité font de vous un récipiendaire modèle. Les parrains de l'événement s'édifient quant au respect des dispositions prévues en la matière. Tous ont salué ce choix, hommes de culture, de sciences et surtout de paix. Un mot de politique, la Convention nationale pour une Afrique solidaire face au Héré, sous la direction du docteur Douzoumana Sako, a reçu à son siège national le 27 janvier dernier une délégation du parti Mouvement pour un destin commun, MODEC, conduite par son président Koniba Sidibé. Après un échange sur les grandes questions d'intérêt national, les deux délégations ont constaté une forte identité de vue sur les menaces majeures qui pèsent sur la reconstruction du Mali souverain et indépendant. Les deux délégations sont convenues que la transparence, l'exigence de reddition de comptes, la lutte sans merci contre la corruption et l'émergence d'un leadership éclairé à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la vie politique, économique et sociale sont des composantes indispensables de toute sortie durable de la crise multidimensionnelle que traverse notre pays. Direction Ségou, les préparatifs de la 11e édition du festival sur le fleuve Niger vont bon train. Nous vous l'avons dit depuis hier, et les acteurs du festival, autorités politico-administratives et organisations de la société civile ont tenu une réunion d'information et de sensibilisation sur le bon déroulement de l'événement. Ségou, le reportage de Doussou Sangaré.
Cette rencontre sur l'organisation de la 11e édition du Festival sur le Niger a permis aux organisateurs et autorités régionales de prendre des dispositions pour la réussite de l'événement. Ségou doit être une ville hospitalière, une ville du Tchatiria, du Sinangouya, une ville où il fera bon vivre. Les préoccupations des Ségouviens ont surtout porté sur la pérennisation de l'événement, dédier un monument du festival sur le Niger dans la ville de Ségou, explorer les nouveaux sites pour mieux connaître la région, la sécurité routière et le virus Ebola. La culture est une part significative dans leur économie. Nous pensons que ça va être un festival pour la réconciliation nationale, pour contribuer pour la recherche de la cohésion sociale et de la sociale. Depuis que ce festival a vu le jour jusqu'à nos jours, Ségou avait l'allure vraiment d'une ville touristique. Et je suis optimiste que dans les années à venir, Ségou sera une ville historique grâce à ce festival sur le Niger. Rappelons que les premières manifestations du festival se tiendront dans 24 heures sur les berges du fleuve Niger. Effectivement, le festival va démarrer donc demain. Donc le festival, c'est du 4 février au 8 février. Cérémonie de passation de commandement de la 5e région militaire de Tombouctou. Le commandant de zone sortant, le colonel Kéba Sangaré, a passé le témoin au colonel Oumar Diarra, précédemment commandant de la région militaire de Gao. La cérémonie a été présidée par le colonel Lamine Doumbia, inspecteur au ministère de la Défense et des anciens combattants. À cette occasion, les autorités civiles et militaires de la région étaient présentes et la cérémonie a pris fin par un défilé des forces de sécurité. Le colonel Kéba Sangaré, en tout cas, un homme très dynamique, un homme de terrain pour tous ceux qui ont fait le voyage de la ville de Tombouctou pendant ces moments difficiles. Une page noire dans ce journal, le corps de notre compatriote Mokhtar Moussassi, tué à bout portant à Manhattan aux États-Unis, est arrivé hier aux environs de 21h à l'aéroport de Bamako-Sénou. La dépouille a été accueillie par le ministre des Maliens de l'extérieur qui avait à ses côtés sa collègue du travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État chargée des relations avec les institutions, les parents et amis. Fademba Keïta a tendu son micro au ministre des Maliens de l'extérieur. Je suis très attristé par ce que nous sommes en train de vivre. Un jeune fleur de l'âge qui s'en va à la suite d'une arme, tué. C'est très triste. Nous formulons pour toute sa famille nos condoléances les plus attristées. Il est difficile pour l'instant de juger le crime lui-même. Nous avons instruit à nos services de poursuivre pour que toute la lumière soit faite au cours de l'enquête qui va donc suivre cette affaire. Mettre la lumière vraiment sur les raisons, les motivations réelles de cet assassinat qui est arrivé. Donc je pense que d'ici un moment, on pourrait être suffisamment bien édifié pour pouvoir qualifier la nature du crime. Mokhtar Sy, un jeune Malien donc, qui a été tué à bout portant à New York, à Manhattan, à New York aux États-Unis. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, l'information reprendra ses droits 10h, 13h et ça sera une présentation de Rachel Tessougué. Et pour cause de match de Coupe d'Afrique des Nations, première demi-finale demain à partir de 19h sur cette même chaîne et je me ferai le plaisir d'être là pour la grande édition du soir juste après ce match. Excellente nuit à tous. Au revoir.